C'est ça. En 2012, j'ai acquis un Skyshed Pod. J'avais pas l'idée de le motoriser, mais ça me fatiguait un peu. On sait que c'est une coque qui rouvre à 180 degrés, donc on a un azimut disponible de 180 degrés. C'est pas mal bon. Le problème, c'est que si on a plusieurs cibles durant la nuit, puis qu'on est moi, je voulais l'avoir automatisé parce que je contrôlais tout ça de ma maison. Il est sur le toit. Je contrôlais ça de ma maison à l'intérieur, au chaud, avec un bon café, écouter de la musique, puis tout le kit. C'est tout ce que la plupart des astronomes on essaie de faire. J'ai pas de problème de consommation. Fait que, en tout cas, j'ai acquis ça en 2012. Et puis, je voulais le motoriser, mais j'avais aucune connaissance pour que c'était des logiciels ASCOM, tout ça, pour pouvoir les faire. Fait que, on va aller sur la prochaine diapositive. Moi, j'ai un Skyshed Pod XL5 qui contient 5 baies. À l'époque, je me disais, bon, ben, je vais travailler à l'intérieur, puis je vais avoir des baies disponibles pour mettre mon équipement, comme j'ai des tablettes dans deux des baies qui me permettent de mettre un ordinateur. La seule chose, un Skyshed Pod, c'est que ça a 8 pieds de diamètre environ, le cercle, qui fait que, supposons que le télescope bouge, sa monture allemande, avec les poids, puis tout, à un moment donné, fait qu'on est dans le chemin, même si on est à côté de notre ordinateur, puis qui est dans B. Fait qu'il fallait que je pense peut-être à travailler à l'extérieur de ça, puis quand tu fais moins 25 sur 0, c'est moins le fun. Fait que ça, on voit les dimensions à l'intérieur. Qu'est-ce qui est important à noter? On voit 80 pouces de diamètre entre les murs au plus petit. Là. On voit que c'est 80 pouces. Et l'ouverture, comme vous voyez, à un moment donné en haut. Fait que ça, c'était très important dans les calculs pour pouvoir le motoriser. C'est une compagnie qui a été créée par Wayne Parker, c'est-à-dire que pour le Skyshed Pod, mais il avait acheté en fin de compte le Skyshed, celui qui est motorisé, qui glisse là, sur des, comme un peu comme Dania. Il avait acheté cette compagnie-là, puis il a fabriqué le Skyshed Pod. L'idée de l'observatoire était d'être économique, mais n'était pas destiné à l'automatisation. Mais moi, je voulais le faire. N'étant pas fait pour une automatisation, il fallait résoudre les problèmes d'intégration, roulement, friction, traction, ouverture du dôme, rendre la façade interne prête pour poser une courroie, ça on va y revenir, créer un logiciel de contrôle et de la rotation et de l'ouverture, faire un driver ASCOM avec un petit logiciel de test et de calibration. Tout ça est contrôlé par un Arduino. Encore une fois, vous allez dire, c'est merveilleux l'Arduino. Oui, c'est merveilleux. On peut faire plusieurs choses avec ça. Mais il fallait qu'on travaille sur le logiciel et la mécanique de l'observatoire. Donc, pour préparer le dôme, la paroi interne devait être lisse, parce qu'elle n'est pas tout à fait lisse, la paroi. Il y a des cracks à toutes les parties de l'extérieur du dôme avec les baies, etc. Donc, il fallait rendre ça lisse. J'ai pris une bordure de jardin de 3 pouces de large par 30 pieds de long sur Amazon, car le diamètre du dôme est de 80 pouces, donnant une circonférence de 251 pouces ou de 21 pieds. Donc 30 pieds, j'en avais assez. Puis j'ai vissé cette bordure sur la paroi avec des vis metal screw de 5/8 de pouce de long, pour pas trop abîmer non plus en tout cas, le mien est rendu abîmé, puis j'ai fait plusieurs expériences avec. Là. Fait que ça, je vous donne par expérience que là, avec ce que je vous dis là, ça va vous sauver bien des troubles si vous avez la chance de pouvoir le faire. Ensuite, il fallait poser la courroie sur cette bordure, en respectant où on va passer la poulie du moteur. Bon, en passant, ça prenait un moteur. Un moteur pas à pas est beaucoup plus précis qu'un moteur DC. Donc, parce qu'un moteur DC, ça prenait des limit switch avec, en fin de compte, son parcours avec il appelle ça un resolver, en fin de compte. C'est-à-dire que lui, il calcule par sa rotation combien de pieds qu'il a fait, puis il envoie ça au moteur pour dire OK, t'arrêtes dans le logiciel du Arduino. Je vais expliquer ça vite, vite. Si le resolver qui suit la rotation du dôme dit qu'on est rendu à 10 pieds, puis que l'azimut, selon 10 pieds, ça donne 30 degrés, mais il faut arrêter à temps dans l'Arduino. Lui, il va calculer ça, puis il va dire on arrête là. Mais j'ai fait quelque chose d'encore meilleur, c'est avec un step motor. La précision du dôme pour son azimut est de plus ou moins 3 %.
Donc, à 3 %, vous pouvez avoir une slot dessus. Il existe des slots, les visors, qui sont disponibles pour les SkyShot Dome. Et puis, ça donne une ouverture pas tellement large. Mais avec plus ou moins 3 %, on est capable d'y arriver. On peut arriver dedans facilement. Fait que moi, j'ai pris le moteur, qu'on disait à un moment donné, la poulie du moteur. Je l'ai fait rotationner manuellement. J'ai pris une crêpe et sur la bordure, j'ai tracé, en fin de compte, sur le 360 degrés pour savoir exactement où il fallait mettre la courroie, selon, à un moment donné, les petites variations qu'il pouvait avoir sur le SkyShot Dome. Donc, après ça, j'ai posé la courroie, mais j'ai essayé des cols, j'ai essayé toutes sortes d'affaires. La seule manière de pouvoir rentrer de poser la courroie, c'est entre chaque pitch, je veux dire, entre chaque petite montagne de la courroie, là, je ne sais pas comment on peut appeler ça le nom exact, là, mais il fallait que je rentre des petites vis, des metal screws entre chaque, mais pas trop large, puis pas trop assez profond pour pas que la poulie du moteur accroche ces vis-là. Fait que c'était quand même quelque chose qu'il fallait penser. Les cols, j'ai tout essayé. La contact, le crazy glue, n'importe quoi, ça ne pogne pas après la courroie parce qu'elle est faite en un genre de plastique spécial. À un moment donné, ça ne colle pas. Il n'y a rien qui colle après ça. J'en mettais une vis à tous les 6 pouces à peu près. Mais il fallait penser à l'expansion aussi par la chaleur et du froid parce que la courroie est composée de câbles de métal dedans pour lui donner une certaine force. Pour pas qu'elle s'étire et tout ça. Fait qu'en fin de compte, il y a du métal là-dedans. Ça, on voit la bordure. Excusez, parce que mes photos ont été prises par 4 par 3, puis il a fallu que je les transforme en 16 par 8. Fait que la courroie, les images sont un petit peu étirées. En tout cas, n'ajustez pas votre appareil, OK? Tout est bien. Il fallait aussi s'assurer que les braquettes et les roulettes qui frottent, ceux qui connaissent ça, les SkyShot Pod, il y a des roulettes avec des braquettes, puis ça frotte pour que ça puisse rotationner. Fait qu'il fallait que je trouve un moyen. Les roulettes n'étaient pas appropriées pour ça. Fait que j'ai pris des roulettes de patins à roues alignées. Ils sont plus larges. Et puis ça donne une meilleure ça donne moins de friction sur la paroi interne qui est en haut ou en bas de la courroie de transmission. J'ai donc changé les roulettes d'origine, plus larges et plates pour des roulements de patins à roues alignées. Maintenant que les roulettes fonctionnaient bien, il fallait penser que la jupe externe ne touchait pas à la base à cause de la friction. Ben oui, parce qu'il y a les roulettes internes, mais l'externe, la jupe du SkyShot Pod, pouvait frotter sur la paroi, la base de l'observatoire. J'ai posé une autre bordure de jardin à l'extérieur, mais j'ai mis des roulettes, des roller coasters qu'on appelle, excusez-moi le mot anglais, là, dans la jupe externe qui frottent sur la bordure de jardin pour justement enlever le plus de friction possible. Puis ça a été fait avec expérience, que j'ai appris au fur et à mesure. C'est pour ça que mon SkyShot Pod, il y a à peu près 1200 trous dedans. Fait que on voit ici les roulettes que j'ai. Ben, c'est un exemple, ça. Vous pouvez prendre celles que vous avez besoin. C'est à peu près semblable. Parce que les vis des braquettes, à un moment donné, qui passent d'un bout à l'autre de la braquette, il fallait choisir, en fin de compte, le roulement en bille à l'intérieur qui ne pouvait pas donner trop de slack à pouvoir ça pour que ça soit correct. On voit les roller coasters, en fin de compte. Ça, j'ai commandé ça. Vous allez avoir toute une liste à un moment donné avec des liens à la fin que vous avez juste à cliquer dessus. Puis ça va vous donner directement accès au site web en question. La plupart des pièces sont disponibles comme AliExpress, eBay, Amazon, un peu de tout. Puis ça, il a fallu que je fasse les recherches pour ça. Enfin, il fallait trouver un moteur pas à pas capable de déplacer le dôme. Malgré que c'est toutes des roulettes qui sont à l'extérieur, qui sont sur le dôme, sur la base, il y a quand même un certain poids et une certaine inertie. Donc, j'ai pris un moteur pas à peu près de 8 Nm que j'ai fait encore des expériences. J'ai essayé plusieurs moteurs. Fait que je ne vous dirai pas le coût total, ça m'a coûté pour faire l'expérience, mais en tout cas, j'ai réussi. Pour atteler ce moteur-là à la braquette du dôme, il fallait modifier à faire des spéciaux pour donner la bonne tension sur la courroie. Parce que là, même si on a des roller coasters à l'extérieur puis que le moteur accote sur la courroie, il fallait quand même qu'il y ait une certaine tension, pas trop forte,
puis pas trop non plus slack pour à un moment donné que ça saute, puis que là, vous aurez plus la résolution de 3 degrés, vous allez en perdre en chemin. OK. Gaétan Garceau, c'est une personne qui m'a aidé parce que Gaétan est mécanicien, il a un atelier, fait qu'il m'a fait ma braquette. Je le remercie beaucoup pour ça. Il m'a sauvé pas mal de temps. La poulie devait être du même pitch que la courroie. Le pitch, en fin de compte, c'est la distance entre chaque dent. Fallait qu'elle soit quand même assez large pour éviter à un moment donné que les fluctuations du dôme ou quoi que ce soit sortent du 30 mm. Donc, il fallait que ce soit 30 mm, c'est bon. Avec un pitch de 8 mm, parce que les courroies à 8 mm sont quand même moins dispendieux que si vous prenez du 5 ou du 2 mm ou quelque chose comme ça. Fait que c'est un standard pour moi que j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'une poulie de 80,3 mm de diamètre à 32 dents avec un pitch de 8 mm et de 30 mm de large, sans les flanges. C'est pas mal technique, là. Vous pouvez le lire à la vitesse que vous voulez. Là. Je ne changerai pas la page tout de suite. Là. Fait que les flanges, en fin de compte, c'est les côtés de la poulie pour pas que la strap débarque, que la courroie débarque. Ça, je l'ai enlevé. Parce que sinon, il fallait avoir plus de précision. Puis déjà, les Sky Shed Pods ne sont pas tout à fait... c'est pas précis d'un à l'autre. Fait qu'il fallait quand même trouver une manière de s'en sortir. On voit ici la poulie, mais là, sur la photo, les flanges, vous les voyez, chaque côté, on peut les enlever facilement. Ici, on voit à un moment donné le spec du moteur. Et c'est voyez-vous, c'est le moteur 86 HS85 qui est disponible sur AliExpress. C'est une des parties les plus chères pour faire la conception. C'est un moteur, ça va à peu près 120 $ canadiens, ça. Fait que, ben, disons que c'est à peu près cette hauteur-là, le boîtier. Puis c'est à peu près gros comme, je dirais, un 2 pouces, 2 pouces par 2 pouces environ. Là, lui, il a 8 fils parce qu'on peut le configurer en série ou en parallèle. Moi, je l'ai fait en série parce que ça donne plus de torque. Torque, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire la force du moteur. Par contre, si je le mettais en parallèle, ça prenait plus de courant. Parce que deux résistances en parallèle, c'est comme si on diviserait la résistance par 2. Donc, plus de courant. Plus de courant, ça veut dire que votre contrôleur pour votre step motor, il faut qu'il soit encore plus puissant. Fait que j'ai été en série. L'avantage du moteur série, c'est qu'il tire moins de courant et il donne plus de torque. En tout cas, c'est ça. Là, ici, on voit à un moment donné la courroie, que ça a l'air. Mais ça aussi, la courroie est dispendieuse. C'est deux choses, le moteur et la courroie. La courroie, pour 30 pieds, ça coûte à peu près une centaine de dollars. Là, on voit ici l'intérieur du modèle. On voit la boîte grise en bas. C'est aussi que l'Arduino est posé. Excusez-moi. La boîte blanche en haut, c'est où c'est que l'Arduino est configuré. Il y a un détecteur magnétique à l'intérieur qui permet de savoir quand est-ce qu'on est rendu à notre 0 degré pour la calibration du dôme. J'ai deux moteurs de LiPo. Là, on voit 4.5. J'ai juste changé pour 5 ampères. Fait que ça me donne une autonomie à peu près de 2 ou 3 nuits intenses. 2-3 nuits intenses. Ça, c'est les batteries, ça qu'on voit là, avec une strap velcro puis tout le kit là. En bas, ben, c'est le moteur monté sur sa braquette qui frotte. On voit un peu la poulie là, en arrière qui frotte sur la courroie. Et puis toute la chose d'électricité après ça. Ça, c'est 5000 ampères-heure. Il y a plusieurs modèles. C'est parce que j'ai choisi ça. J'en ai mis 2 en série. C'est-à-dire que j'ai pris un fil d'un et je l'ai mis dans l'autre. J'ai fait une série pour donner 36 volts. Parce qu'à 18 volts, ça peut fonctionner pareil, mais c'est parce que ça donne moins de vitesse puis un peu moins de torque. Malgré qu'un pas à pas, c'est pas le voltage qui fait justement qu'il y a plus de torque, mais ça m'avantageait. Ensuite, maintenant que la traction de rotation était réglée, il fallait penser au côté électronique et informatique. J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé un Australien qui travaillait lui aussi sur ce projet.
Il m'a donné le logiciel de contrôle et driver Ascon, mais PAM n'était pas fini par contre. Le dôme est une coquille, une fois ouverte, de 180 degrés. Donc, par rapport aux autres dômes, un dôme ordinaire, ça a 360 degrés. On peut mettre le moteur à la base et faire tourner le dôme par rapport au moteur qui est à la base. Mais pas avec un SkyShot dôme. Quand on a fait le 180 degrés, le moteur, il va tirer dans quoi? Il n'y aura plus rien. Fait qu'il fallait que le moteur soit après le dôme, en haut. Il ne fallait pas qu'il soit sur la base. Fait qu'il fallait à un moment donné trouver un moyen. On ne pouvait pas mettre un moteur avec un fil puis qu'il fait le tour, comme ça serait tout embourbé. Fait qu'il fallait penser à un système à un moment donné où c'est que j'avais un contrôle du Arduino puis du moteur, puis l'alimentation sur le dôme et non pas sur la base. Ça, c'est toutes des contraintes que... Fait que là, ici, on voit à un moment donné que les batteries, le moteur, tout ça, sont pognés après une braquette qui est sur le dôme en haut. Et puis, on voit le contrôleur qui est fait de ça, qui donne l'alimentation avec un contrôleur interne un Arduino qui est le cœur, plus un contrôleur pour le driver, en fin de compte, du moteur pas à pas. Il fallait établir une communication sans fil entre le contrôleur et le hub USB. Le hub USB, que lui, il était sur le plancher, il fallait à un moment donné qu'il donne la commande au moteur et au Arduino pour dire, bon, OK, tu peux t'en aller à telle place. Fait que les modules, j'ai pris un module XB. C'est des petits modules, ça, qui permettent une communication série. Puis on peut aller jusqu'à une distance d'1 000. Fait que j'avais pas de problème. J'étais à peu près à 3-4 pieds. Fait que quand même, là, c'est pour une question de prix, il n'y a pas de différence. Qui envoie l'information au hub du contrôleur et dans le contrôleur, la réception et la transmission. Pour que le dôme reconnaisse qu'il est en position home, j'ai pris un aimant en néodyme avec un trou au centre vissé directement en arrière du nord polaire. Donc, quand il arrivait au nord polaire, en arrière, il était à 0 degré. Le nord en était à 180, pour moi, là, dans ma tête, comme ça. Fait que ça, c'était réglé. Là, on voit ici le petit module XB que ça a l'air avec une petite antenne. Ça, c'est un Arduino qu'on peut prendre. C'est un Arduino, il y en a différentes sortes. Vous pouvez prendre celui que vous voulez, parce que le protocole pour le programmer, c'est tout pareil, là, à peu près. Ça, c'est le module qui envoie qui est dans le hub USB ou dans votre ordinateur qui permet de transmettre ça au contrôleur qui est sur le dôme. Ça ici, c'est un Explorer, c'est-à-dire que c'est celui qui est dans le contrôleur qui reçoit la commande du XB. On met un XB de ça. En tout cas, il fallait configurer le driver du moteur à la fréquence de 3200 pulsations pour faire une rotation, pour un roulement en douceur avec le driver du moteur, qui est un DM856. Pour une rotation de 360 degrés de la poulie, il fallait donc 3200 pulsations. Ça prend un déplacement de 33 rotations pour faire 360 degrés du dôme, selon le diamètre de la poulie et du dôme. Donc, pour 360 degrés du dôme, il fallait 33 fois 3200 pulsations, donc un total de 106 855 pulsations dans mon cas. Ça peut varier. La calibration peut changer si vous avez à un moment donné un dôme qui n'est pas tout à fait bien fité, parce que ça va jouer sur votre 3% de résolution d'erreur. Donc, avec ces paramètres, on peut programmer l'Arduino pour un déplacement asservi avec le télescope. Ici, on voit le contrôleur du moteur pas à pas. Tout est indiqué dessus, en fin de compte, pour les pulsations, comment régler les switches, puis tout ça. C'est quand même assez intuitif. Il y a un bon livre qui vient avec. Puis ça va à peu près 75 $. On peut en trouver pour les moteurs pas à pas plus économiques que ça, mais c'est parce que le moteur pas à pas, pour un 7 à 8 newtons, avec le courant qui tirait, ça prenait au moins à peu près 2 ou 3 ampères. Donc, dans des contrôleurs de 2 à 3 ampères, cheap, à 2-3 piastres, il n'y en avait pas de ça. Je ne sais pas si on peut cliquer sur le lien, oui. Je ne sais pas si, il me semble que je l'ai arrangé que ça peut se faire. Vous allez voir, à un moment donné, l'Australien, lui, il a fait son dôme. Je ne pouvais pas le faire moi-même parce que je ne pouvais pas être tout seul pour le faire.
Lui, il a un visor, là. Puis voyez-vous, là, on voit la rotation. À un moment donné, il y a un télescope quand même avec une monture Q8. Puis on voit à un moment donné le déplacement du dôme. Vous voyez la bordure externe de jardin qui est là. Puis on voit en fin de compte le déplacement du dôme à plus ou moins 3 degrés, comme je vous dis, pour l'azimut. Ça ne durera pas de nuit, ça, là. Ça va, il va faire une rotation sur un côté, puis il va faire la rotation sur un autre côté. En passant, le gars, il est à Perth, Australie. J'ai été en communication avec lui pendant plusieurs années, puis on s'échangeait de l'information. La partie bleue, là, tu peux l'acheter à part, c'est un visor, ça. Ça permet pour les lumières que tu as des lampes, des lampadaires ou n'importe quoi, puis le vent aussi. Mais par contre, tu n'es pas obligé d'avoir ça pour le dew, pour l'humidité, parce que le dôme te protège de l'humidité quand même. Moi, j'ai jamais eu besoin d'un zapper d'humidité pour mon dôme, jamais, jamais, jamais. Fait que là, on peut sortir de là. OK? Au moment où j'ai écrit ce document-là, j'étais en conception de l'ouverture du dôme. J'étais encore en conception parce que là, j'étais en processus de déménagement, mais je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Pour ouvrir le dôme, c'est qu'il y a une inertie en partant sur le dôme, ça prend beaucoup de force. Puis, aux mesures qu'il se lève, à un moment donné, bien là, il y a une partie qui descend. Là, ça va super vite. Donc, il fallait que je trouve un moyen d'ouvrir le dôme facilement avec un moteur. En fin de compte, j'ai pas de dessin de ça. Le dôme, il rouvre, la coquille rentre dans l'autre. Mais j'ai mis un moteur à l'extrémité de la coquille qui rentrait dans l'autre, avec une gear, puis un restant de courroie qui me restait de ma rotation, j'ai mis ça dessus. Fait que le moteur et la gear accotent dessus, puis descend. Mais les expériences que j'ai faites, comme je vous dis au départ, le moteur demande beaucoup de force. Puis à un moment donné, quand il est rendu presque à la fin, il part, il s'emballe. Fait que j'ai trouvé 2 barres de métal que j'ai mis des poids dessus, mais je ne l'ai pas expérimenté encore, mais ça devrait marcher. C'est-à-dire qu'au départ, ils sont en horizontal comme ça, à une distance de 48 pouces. Plus qu'on descend à un moment donné, plus que la force devient moins grande pour la statique de translation, permet au dôme, à un moment donné, au moteur, de se réduire sa vitesse, puis de fermer sa boucle pour qu'il soit complètement ouvert, sans que ça cause des problèmes de moteur ou quoi que ce soit. Là, je suis rendu là, j'ai pas eu le temps, ça devrait fonctionner. Ensuite de ça, ouais, c'est ça. L'ouverture du dôme fait partie de la SCOM qui a été développée par l'Australien et moi. Fait qu'on peut... il y a déjà des fils qui sortent de l'Arduino qui permettent de pouvoir avoir des limit switch quand le dôme est ouvert puis quand le dôme est fermé. Tout ça contrôlé par ASCOM dans n'importe quel logiciel qui contrôle un dôme. Là, on sort un petit peu de ça. C'est que j'ai fait un détecteur de nuages pour mon dôme qui coûte environ 50 $. Efficace. Moi, je l'ai fait comme c'est comme un prototype. Fait qu'il est pas mal magané, puis à peu près comme le dôme, 1200 vis après, puis tout le kit, là. Mais en fin de compte, ça va très bien. Fait qu'avec plusieurs logiciels de sécurité, qu'on appelle ça, ce boîtier-là, permet quand il y a de la pluie, parce qu'il y a un détecteur de pluie puis un détecteur de nuages. Aussitôt puis le détecteur de nuages, c'est le modèle 90-600 quelque chose, à un moment donné, c'est un détecteur infrarouge. Fait que comme on sait, à un moment donné, vitement, une petite manière de voir comment ça fonctionne, c'est que la chaleur de la Terre se reflète sur les nuages, en dessous des nuages. Cette chaleur-là est détectée par le détecteur infrarouge. Quand il y a un nuage qui passe, la chaleur augmente jusqu'à un seuil qu'on peut programmer. Puis quand ce seuil-là est arrivé dessus, bien là, le détecteur de nuages dit non, j'envoie une commande, on ferme tout. Certains logiciels vous permettent de pouvoir mettre, en fin de compte, de parker votre télescope, puis de fermer le dôme, etc., puis tout ça, puis de tout faire automatiser. CCD Commander le fait, Prism le fait. Il y a aussi Yannick, là, qui est son logiciel.
Sequence Generator Pro qui le fait, oui. Puis il y en a d'autres que je ne connais pas toutes. CCD Commander, je pense, il y en a une couple là. On voit ici un peu que ça a l'air le prototype qui était proposé par la personne qui a composé le logiciel puis la mécanique. En tout cas, ça, j'ai les plans de tout ça tout à la fin. C'est free, ça, vous pouvez les avoir. Comme les logiciels ASCOM que j'ai, comme tout ce qu'il faut pour programmer l'Arduino pour faire votre dôme. En plus de ça, c'est que si vous avez un NextDome, le logiciel peut servir au NextDome. OK? Pour l'ouverture, ben là, il s'agit que vous patentiez un peu un moteur, mais que vous l'ajustiez. Mais si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider pour ça. Mais le logiciel est transférable d'un dôme à l'autre. C'est juste une question de mécanique, un petit peu, là. Fait que, en fin de compte, les LiPo, 5000 mA pour 36 volts avec une autonomie de 3 nuits. Je travaille à faire des rails électriques. J'ai trouvé qu'il y a du papier aluminium, à un moment donné, qui est autocollant chez Canadian Tower d'à peu près 30 pieds de long, que je peux couper en petites bandes. Une bande pour le positif du voltage, une bande pour le négatif du voltage. Tout ça en rotation autour du dôme, avec des balais qui frottent. Le dôme frotte avec les balais, va chercher son énergie. Donc, plus besoin de batterie, plus besoin de charger. L'autonomie est complète. Je travaille de ça, là. Les signaux USB transmis par fil LAN avec une extension USB Icron Ranger 2104. J'ai essayé des extenders pour tous mes instruments, des extenders USB avec un power au milieu du fil pour pouvoir augmenter la puissance, pour pas que le s'envole, comme Yannick disait à un moment donné, qu'il y a une perte dans les câbles, etc. Puis il y a aussi une perte de bon signal parce qu'il y a du bruit dans les câbles, etc. Donc, ça ne marche pas, mon affaire. J'ai essayé plusieurs méthodes. Encore là, il y a à peu près 1200 vis dans le fil. En tout cas, j'ai pris un Icron Ranger 2104 et j'ai pris un ordinateur attitré et piloté avec TeamViewer. Je remercie beaucoup Denis Bergeron avec ses tutoriels. Ça m'a beaucoup aidé pour savoir comment configurer TeamViewer, etc., tout ça. Et n'importe où on a accès à Internet, j'ai accès à mes instruments. Fait que ça, c'est formidable, pareil. Fait que, voyez-vous, je suis gardien de sécurité. Et puis, à mon travail, j'ai des pauses, beaucoup de pauses. Gardien de sécurité, on a des rondes à faire. Et puis, de mon ordinateur, je peux contrôler mon dôme, prendre des photos, tout faire à distance. En autant que j'aie Internet. Puis, pas obligé d'avoir un Internet rapide parce que toutes les photos sont downloadées dans l'ordinateur qui est à la maison. Ça prend juste un Internet pour savoir, OK, j'arrête l'acquisition ou quelque chose comme ça. Mais tout le reste, là, la largeur de bande, je n'ai pas de besoin. C'est l'ordinateur à la maison qui fait ça. Là, ici, on voit les écrans 2104. Je l'ai acheté à eBay. Il y en avait des usagers pour à peu près 40$ canadiens, plus le transport. C'est une affaire qui vaut à peu près 100-200$ neuf, ça. Puis ça fait un job, on peut avoir... Parce que ça... Je vais vous expliquer. Il y a deux bouts à ça. Un bout qui est USB, puis l'autre bout qui c'est un câble de réseau qui rentre dedans. Le câble réseau peut avoir jusqu'à 300 pieds de long sans perte de signal. Ça veut dire que si vous rentrez tous vos instruments d'un côté dans le USB, il va sortir sur le câble réseau, aller dans l'autre récepteur, puis le récepteur va changer ça de câble réseau en USB, puis vous allez avoir une sortie USB directement à votre ordinateur avec un câble qui a fait 300 pieds de long sans aucun problème. Ben vois-tu, Denis, justement, c'est que ça, là, ça me permet d'avoir mon guideur, OK, avec des frames par seconde écœurants, puis mon signal passe bien dans l'icron, plus la caméra, plus tout ça, tout en même temps, puis je ne perds pas aucun signal, tout est beau. J'ai un bon download, puis tout. Non, c'est un câble dédié, c'est physiquement, tu comprends? Avec du RJ45, c'est justement, puis c'est mieux avec du catégorie 6. Puis si vous êtes à l'extérieur, ben, il faut qu'il soit quand même, qui supporte quand même les températures, etc. Moi, je l'ai passé dans un tuyau ABS. J'ai mis des bouts de 45 degrés, 90, tout ça, puis j'ai descendu ça sur le côté de ma maison. J'ai fait des trous dans les briques, puis j'ai rentré ça à l'intérieur. Ça démolit une maison, mais là, il n'y a pas 1100 vis qui est rentré dedans. OK. Ça, on voit, en fin de compte, sur une photo panoramique, qu'est-ce qu'on voit de mon toit à 360 degrés.
Vous voyez en arrière l'église, tout ça, le pont Jacques-Cartier est dans ce coin-là. Je suis pas loin de là. Je vois les feux d'artifice de chez nous en haut. Fait que c'est pour vous dire à proximité que je suis dans Montréal. La cheminée, je l'ai enlevée. Fait que le dôme, il est juste en arrière, on voit les parties du dôme. Fait que la cheminée cachait à un moment donné, parce que la cheminée était au nord. Fait que quand je voulais prendre des photos comme la bulle, puis ces choses-là, c'était dans le chemin. Fait que j'ai enlevé ça. Fait que là, maintenant, j'ai plus de problème avec ça. Ben c'est ça, là. C'est une bonne question. Il y a des vibrations quand le moteur, à un moment donné, s'ajuste à tous les 3 degrés, OK, par l'Arduino. Il y a une vibration qui se fait. Qu'est-ce que je fais? C'est que vu que l'ouverture est à 180 degrés du dôme, c'est que pendant l'acquisition d'une image de 10 minutes, j'arrête l'azimut pour le dôme, puis je le repars après ça pour que ça réajuste. Parce que de toute façon, la fenêtre, à un moment donné, même si vous prenez le viseur, en l'espace de 10 minutes, votre azimut le télescope va être encore dedans. OK? Là, ici, on voit le plan du Arduino, du contrôleur, puis en haut à droite, vous voyez les limit switch pour l'ouverture du moteur avec l'inversion de polarité un moteur DC, parce que l'ouverture du dôme se fait avec un moteur DC. Pour une question d'électronique trop compliquée. Fait que ça, c'était plus simple pour le DC. Puis ça n'a pas besoin d'une résolution de 3 degrés pour une ouverture de dôme. Là. Ça, j'avais pas besoin de ça. Fait qu'il y a des limit switch, puis le moteur s'inversait. Quand il était rendu en bas, il donnait une commande au ASCOM, puis il disait « OK, tu es rendu en bas, on arrête tout. » L'ASCOM disait « OK, ton dôme il est ouvert. » Puis là, quand c'était le contraire, je voulais le fermer. La limit switch, quand elle était atteinte à l'autre côté, elle disait à l'ASCOM « Vous êtes arrivé, le dôme est fermé. » Puis là, le logiciel disait « OK, ton dôme est fermé, tout est correct. » Puis ça, dans l'automatisation, c'est important parce qu'il veut savoir si ton dôme est ouvert ou il est fermé. Dans CCD Commander, puis tout ça, c'est tous des logiciels qui demandent au moins ce minimum-là. Oui, le schéma est disponible avec les liens. Le logiciel, pour programmer le Arduino, il faut qu'on rentre un serial avant dessus. Parce qu'au départ, à un moment donné, moi et l'Australien, on n'avait pas fait un copyright, mais on ne voulait pas que tout le monde s'empare du logiciel. Fait qu'on avait mis quand même un certain droit d'auteur dessus que personne ne pouvait le prendre. Mais là, si vous voulez l'avoir, il y a une manière de procéder. Ça va me faire plaisir, ceux qui sont intéressés, là, soit que Denis le mette sur son site ou que vous venez me voir après la conférence plus tard, dans la pause. Je vais vous donner mon adresse email. Fait que vous allez pouvoir avoir toute l'information disponible. Maintenant, ma tension qui arrive au dôme, j'ai pris du tuyau 1/2 pouce PVC avec du fil de 14,2. Puis je me suis fait une dérivation avec un disjoncteur de 15 ampères dans le panneau électrique, avec une boîte rectangulaire de 2 prises de 120 volts à l'intérieur du dôme. Qu'est-ce que j'ai pas dit aussi? Oui. J'ai des interrupteurs Internet qui me permettent de pouvoir fermer l'intérieur du power de tous les instruments et de pouvoir le rallumer. Malheureusement, je n'ai pas une paramontre ou une Q8. Fait que qu'est-ce qui arrivait à un moment donné, c'est que quand il y a un manque d'alimentation, je suis obligé de tout couper parce que l'USB ne marche plus ou n'importe quoi. Quand je repartais ça, mon télescope il était rendu à une place, puis là, ben, pour le remettre à la position de l'étoile polaire, je me suis fait une petite pause. Vous allez voir comment j'ai fait ça. Fait que... à Wake on Land. Ouais, j'ai fait Wake on Land, mais dans mon cas, ça n'a pas marché, mais je remercie quand même Denis parce qu'il a sauvé plusieurs avec ça. Il y a un bon site, à un moment donné, c'est tout expliqué. Il y a aussi Martin Millette, avec son imprimante 3D, dans le temps, je n'avais pas d'imprimante 3D, on a fabriqué un flip-flap pour les flats. Mais je ne vous donne pas référence de ça parce qu'après expérience de 6 mois avec, un flip-flap qui pogne après une lunette, là, qui rouvre automatiquement, qui ferme, là, c'est que le panneau LCD, après un certain temps, il finit par changer de couleur. Fait que là, vos flats sont plus réguliers, là, ça ne marche plus. Fait que j'ai fait expérience avec ça, fait que on a enlevé ça complètement. Je l'ai mis dans ce temps-là, je l'avais mis. J'ai 2 caméras externes à angle de 90 degrés et une interne avec un fil réseau pour voir comment se comporte mon équipement.
Si jamais il y a une interruption d'USB, je perds la communication avec mes instruments, je peux manuellement, à distance, replacer le télescope en position de park. J'ai deux rubans noirs sur la monture qui me permettent de mettre le télescope en park manuellement à distance. Vous allez voir une photo plus loin. Ça, c'est une des caméras que j'ai, j'en ai deux comme ça, qui marchent soit USB, soit avec fil réseau ou en Wi-Fi. Wi-Fi, bien là, ça prend de la bande sur votre routeur, mais on peut le faire quand même. Moi, je les mets en Wi-Fi, ça fonctionne très bien. Ils sont de nuit. Le seul désavantage, il faut les désactiver quand on prend des photos infrarouges, parce que c'est des caméras qui envoient des lumières infrarouges. Donc, il faut faire attention à ça. Oui, parce que j'ai pris le IC434, puis ma caméra, ça arrivait quasiment en face de la caméra. Fait que j'avais comme des éblouissements sur IC434. En tout cas, ça, c'est la caméra interne, c'est une D-Link. Fait que là, je vois exactement où c'est que mon télescope est placé, si tous les instruments marchent, si je n'ai pas aucune erreur. On voit ici, voyez-vous en bas là, sur la monture, vous voyez les deux bandes noires, ici, là. OK? Quand c'est enligné, sachez que je suis au parc. De toute façon, là, même s'il y a une erreur de quelques millièmes de degré ou 1 degré ou quelque chose comme ça, mon guideur va être capable de compenser. Puis même en plus de ça, quand je fais une calibration astrométrique, ça me permet de pouvoir savoir exactement où c'est que je suis dans le ciel, puis il se calibre en fonction avec ça. Fait que ça, on voit l'intérieur du dôme, qu'est-ce que ça a l'air. Là, j'ai une caméra S-Big de ça, puis un filtre ZWO de 8 positions. J'ai ma lunette, c'est une ED102 de Export Scientifique. On voit l'équipement que j'ai mis dessus, là, la patente, ouais, c'est ça. Ça, c'est le contrôleur du Moonlight, de mon focuseur. Et on ne voit pas mon guideur là, parce qu'il est en arrière. En tout cas, ça fonctionne très bien. Là, on voit le dôme ici par rapport à la porte, pris directement de la caméra extérieure. Ça, c'est le dôme de côté. Il n'est pas tout à fait fermé parce que je l'ai mis sur ce côté-là. Pas le problème, c'est parce que pour avoir une ouverture de dôme, si vous voulez le faire à distance, vous ne pouvez pas barrer votre dôme parce qu'il y a une vis qui vient avec ça. Si vous mettez la vis, bien là, le dôme ne rouvrira pas mécaniquement, automatiquement. Fait qu'il faut qu'il reste ouvert. Là, il est placé dans une position où le morceau de plastique qui rentre dans la base est à côté, sur la base, et non pas dans sa slot. Fait que c'est pour ça qu'il est un petit peu ouvert comme ça, mais pour l'étanchéité, pour la pluie, ça ne fait aucun problème. La neige, ouais, ben c'est ça. Ça, écoute, il ne neige pas à tous les jours, là. Quand il neige, à un moment donné, là, il faut que tu montes sur le toit et l'enlever. Mais il y a moyen peut-être de mettre des filaments pas trop chauds, comme des Dew, qui sont plugués sur le 120 volts, pour éviter que tes batteries mangent, là, puis que tu peux mettre sur ton dôme pour pouvoir enlever. À mesure que le neige tombe, à fond. Tu peux faire ça, tu sais. Mais c'est encore un autre projet. Là, ici, on voit le croissant que j'ai fait de Montréal, centre-ville, avec du narrowband. Ça, c'est IC434. Là, il y a du bloom sur Alnitak parce que ma STF 8300 de S-Big est très sensible et elle donne du bloom comme ça. J'ai essayé avec PixInsight de le régler. Il y en a des gars qui m'ont donné des suggestions. Martin m'a aidé pour ça, Martin Maillan. Mais je n'ai pas réussi à régler le problème complètement. Le bloom, c'est que voyez-vous, Alnitak, qui est juste en haut de la nébuleuse de feu, là, OK? Il y a du bloom sur chaque. Voyez-vous, c'est qu'il y a un genre de cercle extérieur à l'étoile. OK? Ah, pas du blooming, il y a un nom pour ça, là. Halo, OK. Bon, mais merci. Mais vois-tu, ça, c'est du H-alpha que j'ai, les trois, O3, H-alpha, puis S2, que j'ai mixé ensemble. Les couleurs sont un petit peu débalancées, c'est à cause de mon O3 qui donne la couleur verte comme ça. J'ai été sur le site de Beauregard, Richard, puis lui, il explique tout le balancement des noirs et blancs, puis tout le kit. J'ai essayé sur certaines méthodes. Et ça, bon, ça c'est mon première expérience avec ma T3 que j'avais faite de M42. On voit à un moment donné, ben,
Le blanc, à un moment donné, c'est à cause que pas saturé, là, il n'était pas tout à fait centré, le miroir. Il n'était pas tout à fait calibré. C'est un F4 que j'avais. OK, un Newton. Ça, on la reconnaît, celle-là, c'est M31. Ça, c'est pris un petit peu à l'extérieur de Montréal. Ça c'est fait en LRGB. À Montréal, je ne fais pas de LRGB, c'est impossible pour moi. Fait que je l'ai fait dans l'Ottawa, à peu près dans le coin de la Chute, dans ces coins-là. La bulle, ça a été fait avec ma Zuo 1600 couleurs. Mais, par contre, je me suis servi du bin 2. Vous allez dire, OK, on ne peut pas faire parce que c'est pas naturel pour une Zuo couleur de faire du bin 2. Mais ça enlevait toute trace de couleur, puis j'ai pris mes filtres narrowband, puis j'ai composé la couleur avec du bin 2 sur une caméra couleur Zuo. C'est possible. Comme vous voyez, c'est possible. Ça, c'est une composition linéaire. C'est mon médaillon que j'ai fait en 2015. On ne voit pas toute la partie de l'éclipse de la Lune, mais on voit une certaine partie. On voit la progression, justement, de la Terre qui arrive sur la Lune. Et après ça, il y a eu des nuages. Ça, c'est fait avec mon F4, mon Newton. J'ai fait ça avec une T3 défiltrée. Le coût total est environ de 950. Attention, là, vous allez dire, c'est beaucoup d'argent. Mais ça comprend les caméras de surveillance, la caméra interne. Puis si vous magasinez le moindrement, là, parce que comme je vous dis, le moteur, c'est à peu près 120 $, le courroie à peu près 100. Donc, toute la partie Arduino, puis tout ça, toute la quincaillerie, j'ai mis ça au plus gros, là. Ça peut coûter bien moins cher que ça. Là, vous avez toutes les références avec les liens à la fin. OK, quand vous allez avoir ça sur le site de Denis, où vous pouvez peut-être que je vous donne le logiciel directement. En tout cas, on verra ça avec Denis, le PowerPoint. Mais toutes toutes les parties que vous avez besoin, etc., sont toutes marquées en lien, en hyperlien. Vous allez avoir aussi sur Dropbox que j'ai laissé un lien qui permet d'avoir tous les drivers, toutes les vidéos, etc. C'était un peu technique, là, mais il fallait que je rentre un peu dans la technicalité. Tu as parlé de ta résolution, de ton ouverture, c'était souvent, tu parlais du 3%. Oui. Je n'arrive pas à comprendre ça parce que ça te prend 105 600 pulses pour faire 360 degrés. Oui. Comment peux-tu dire que ta résolution est de 3 degrés? Tu es capable de le tasser d'un pulse, c'est 3 millièmes de degré, ça. Fait que je ne comprends pas pourquoi tu dis que tu as une résolution de 3%. Tu es capable d'aller bien plus finement que ça. Je peux aller plus finement que ça, justement, parce que j'ai 3200 pulses par rotation de la gear. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a une question aussi, à un moment donné, de vibration du dôme. OK. Parce que là, il sera toujours en mouvement. Là. Brrr, OK, brrr, OK. brrr, OK. tout le temps. Fait qu'à tous les 3 degrés, c'est plus vivable. Tu peux le mettre, dans le logiciel, tu peux le régler pour le mettre à 10 degrés, si tu veux, ou 15 degrés. OK. C'est Donc, comme tu veux. Là. Tout dépend si tu as un pod visor en avant ou tu n'en as pas. Là. Tu sais, la patente que je vous ai montrée tout à l'heure. OK. C'est que ce n'est pas une question de résolution, c'est une question de choix, tout simplement. Là. Oui, mais c'est ça. Si tu veux vivre avec le bruit de la rotation, il n'y a pas de problème.